Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, mettez-vous d'accord en ce mardi 1er octobre. Vous pouvez nous appeler, réagir également sur tous nos réseaux sociaux. On va parler dans un instant de Michel Barnier et de sa déclaration de politique générale. Ce sera tout à l'heure à 15h. Cet exercice de funambule pour le Premier ministre entre immigration, choc fiscal. Attention aussi peut-être aux fausses promesses qui ne duraient pas longtemps. Bruno Retailleau qui s'explique sur sa petite sortie sur l'état de droit. On reviendra aussi avec nos débatteurs sur l'opération terrestre en cours par l'armée israélienne à la frontière et au Liban. Et puis cette petite révolution enclenchée ce matin à Paris. Alors ça n'est pas qu'un sujet parisien, je tiens à le souligner. C'est le périphérique à 50 km/h. Est-ce que aussi ça signe quelque part le début de la fin de la voiture en centre-ville? On verra ça avec nos 4 débatteurs que je salue tout de suite avec Noémie Alioua. Bonjour Noémie, journaliste, essayiste et auteur de La Terreur jusque sous nos draps, c'est aux éditions Plomb. Avec nous également Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc. Bon, salut, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Jean-Luc, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, entre autres. Avec nous également Patrick Vignal. Bonjour Patrick, bonjour. Ancien député Renaissance de l'Hérault. Et puis on retrouve également Éric Revel. Rebonjour Éric, puisque vous étiez ce matin, comme tous les matins, les lundis, mardis, mercredis, dans le Grand Matin Sud Radio, avec Jean-Jacques Bourdin, éditorialiste Sud Radio et journaliste aussi, bien sûr. Alors toutes ces questions-là, on va y revenir tous ensemble. Juste un petit tour de table à 15h, vous serez où? Devant vos téléphones, devant vos écrans, Noémie? Et oui, hélas, il va falloir regarder ça de près parce que... Alors j'ai trouvé ce chiffre. C'est le 30e discours de politique générale d'un Premier ministre depuis 1959. Oui. Et c'est le premier dans ce contexte-là de minorité, d'institutions fragilisées, d'une Assemblée nationale tripartite. Donc ça va être un discours qui va être intéressant parce que vous l'avez très bien dit, ça va être un discours de funambule. Donc on va voir comment est-ce qu'il va réussir à passer entre les gouttes. Bon, on va ouvrir que ce soit un magicien. On va ouvrir les hostilités dans un instant, mais on va commencer avec vous, Éric, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et c'est moi je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Le dernier coup de Grisou, titre l'équipe, c'est formidable, pour la retraite internationale de Griezmann. Que personne n'attendait. Alors que personne n'attendait. Alors il y a plein d'explications. Bon, d'abord, il faut quand même saluer le joueur exceptionnel qu'il a été. Je pense que ça sera un des meilleurs joueurs français de sa génération. 137 sélections, cap. Je crois que c'est le 3e joueur de foot le plus capé dans l'histoire du foot français. Un type drôle, généreux, technique, qui aime le collectif. Bon, voilà. Après, je pense que ça commençait à dérailler dur avec Didier Deschamps, le sélectionneur. Je pense qu'il voyait aussi ses moyens physiques un peu diminués. Et moi, je salue toujours les gens qui ne livrent pas le combat ou le match de trop. Voilà. Et Griezmann, il fait partie de cette race de seniors, à mon avis. Il sentait qu'il était un peu moins bien, qu'il était un peu moins en cours auprès de Deschamps, que des jeunes arrivaient, et il a dit « Ciao les gars ». Et puis, pour la petite histoire, est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait pendant les Jeux Olympiques? Il faisait des tweets sans arrêt sur alerte info, alerte médaille français, avec des selfies de lui sur tous les... C'était devenu un hashtag, ces tweets. Voilà. X a fait un hashtag à la suite de ce qu'a fait Griezmann avec son... Je voulais juste saluer... J'aime le rugby, j'aime le foot, oui, mais je trouve que Griezmann a ensoleillé ces 10 années passées en équipe de France. Jean-Luc Reichmann, le Marseillais. D'accord avec Eric, j'avais choisi le même coup de cœur. Bon, tu l'avais fait avant, Eric, c'est pas grave. Non, t'es pas d'accord, Jean-Luc? Pardon? Tu n'es pas d'accord avec moi? Ah si, je suis entièrement d'accord. Ah, merci. Non, là où je suis on pouvait penser que... Je suis pas certain qu'il soit tellement en froid avec Deschamps. J'ai pas l'impression, en tous les cas, même si, tu l'as dit, il y a un âge pour tout, à un moment donné, il est pas prêt d'arrêter sa carrière. Hein. Il continue avec l'Atlético de Madrid, il est central avec l'Atlético de Madrid, c'est un joueur central, quoi, voilà. Moi, l'homme est sympathique. Je voudrais juste... On a été surpris, peut-être toi et ceux qui aiment le foot, dans le dernier match, l'avant-dernier match qu'il avait fait, de faire un tour d'honneur. Oui, exact.
C'était, je crois, sur un France-Italie que la France avait perdu d'ailleurs. 3-1 au Parc des Princes, je crois, oui. Exactement. Et il fait tout d'un coup ce tour d'honneur. Moi, j'avais regardé ça en me disant, tiens, il se passe un truc. Parce que bien vu. Tu fais pas un tour d'honneur tout seul, normalement. Tes coéquipiers sont avec toi. Tous les applaudissements de l'ensemble du stade, d'ailleurs. Hein. Voilà, donc, sa carrière, elle est en train de se terminer, mais elle n'est pas terminée, parce qu'il va aller finir comme... On peut s'en douter, mais c'est pas sûr d'ailleurs. Mais enfin, il semblerait que ce soit le cas. Il va aller jouer aux États-Unis avec Giroud et quelques autres. Oui, c'est son rêve. Mais est-ce que c'est pas non plus pourquoi il y a 4 pages dans l'équipe ce matin, il y a eu des alertes hier et tout. Est-ce que c'est pas non plus le symbole dans cette équipe de France du mec normal? Si, c'est un mec. Mais le mec normal, il y a beaucoup de mecs normaux. Sauf que les plus jeunes qui arrivent avec ça pourrait durer longtemps, mais les revenus issus du football, j'invente rien, changent la donne des différentes générations. Même si c'est un peu fragilisé en ce moment, au foot français, avec les droits télé, ils cherchent à faire des économies. C'est vrai que c'est l'un des rares footballeurs à avoir une belle image, à ne pas s'être fourvoyé dans des scandales avec des prostituées, avec de l'argent sale, avec des prises de position, etc., etc. Moi, je me souviens de Griezmann quand il a fait la une de Tétu, il s'engageait contre l'homophobie. C'est un homme qui s'est engagé. Et son dernier tweet aussi, ou son dernier message aussi contre le harcèlement scolaire en début de la rentrée des classes. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est illustré surtout par ses engagements pour des nobles causes. Voilà, donc le Mâconnais, à Mâcon, on est en deuil, apparemment, puisque c'est quand même l'enfant de Mâcon, le Mâconnais, l'homme de la Bourgogne. Pas le macroniste. Pour ça, hein. J'ai eu peur. Ah bon, je pensais que c'était macroniste. Qu'est-ce que j'ai dit, Jean-Luc? Macron, nous on a compris l'homme de Macron. Ça ferait du bien au président d'ailleurs d'avoir un Griezmann. Ah, ça c'est autre chose. On verra ça, mais on va parler de Michel Barnier si vous le voulez bien dans un instant. Allez, on se retrouve avec vous 4. Mettez-vous d'accord, c'est le débat qui continue juste après l'info de 11h sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. On a des bons sur Sud Radio, le tiercé quintet de Jean-Paul, c'est pas mal. Allez, on va tenter de se mettre d'accord aujourd'hui avec Noémie Aliwa, journaliste, essayiste, auteur de La Terreur jusque sous nos draps, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social, environnemental, Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault, et Eric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. On vous retrouve tous les matins, lundi, mardi, mercredi. Il est très dissipé aujourd'hui, Eric Revel. Il a chanté en arrivant en plateau. Voilà, on peut être sérieux sans être austère. Il est motivé pour le discours de Michel Barnier. Ouais. Absolument. Oui. Très enfant. Vous posiez la question tout à l'heure, Christine. Est-ce que bien sûr qu'on va écouter? Alors, évidemment, on va écouter. C'est ce qu'on entendait dans le flash. Le discours de politique générale du Premier ministre va être très court, c'est ça? Très court de combien? Il va taxer les très très hauts revenus, Eric. Fais attention. Oui. Chaque mot en plus pourrait être retenu contre lui. Ouais. Et pour combien de temps? C'est la question. Bon, on va parler tous ensemble. Évidemment, on va parler de ce discours de politique générale du Premier ministre cet après-midi. On va revenir aussi sur les propos de Bruno Retailleau sur l'état de droit, la situation au Proche-Orient et le passage, si on a le temps, de ce périphérique parisien à 50 km/h avec peut-être un signal. Est-ce que c'est la fin des véhicules de la voiture en ville, ou en tous les cas dans les grandes villes? Alors on est pour l'instant à vos coups de cœur et vos coups de gueule. On revenait sur tout à l'heure on parlait de Griezmann et de sa retraite. Je voulais juste vous rappeler que tout ça, il en sera question ce soir sur Sud Radio à partir de 19h dans les vraies voix du foot. Patrick Vignal, un coup de gueule sur un procès d'un inceste. Ça s'est passé dans l'Ain, mais pour souligner aussi un outil qui peut permettre justement d'aller chercher, de traquer les incestueux. Je vais casser l'ambiance, mais nous sommes un monde d'adultes lâches. 160 000 enfants sont victimes d'abus sexuels par an. Dans une classe, il y a 2 gamins qui sont victimes de violences. Toutes les minutes, un gamin est victime de violences sexuelles. J'ai bossé avec l'association des papillons, Laurent Boyer, et dans ma circonscription, on a mis des boîtes aux lettres. Et franchement, Christine, c'est pas très compliqué le concept. Le gamin, s'il a un problème avec son frère, son père, son beau-père, son grand-père, il met un petit mot dans une boîte aux lettres. Sauf que dans ma circonscription, forte de 13 communes, seulement 2 communes ont joué le jeu et on a eu des signalements. C'est la ville de Martial, la ville de Canebière. Les autres ne l'ont pas fait. Sans compter que quand je demande au rectorat la possibilité de mettre des boîtes aux lettres dans les écoles, on n'a pas de réponse. Donc nous sommes des lâches. Je pèse mes mots. Que ce soit envers nos enfants ou envers nos violences faites aux femmes.
Et donc ça, il faut que ça change. Donc moi, j'attends un discours du Premier ministre et je ne vous parle pas de budget, là. Je vous parle simplement de la possibilité d'un enfant, quand il sent qu'il se passe quelque chose de différent dans sa maison, qu'il puisse le signaler. En plus, on avait fait progresser les papillons, puisqu'on pouvait faire relever les mots par des policiers municipaux ou par des gens bénévoles. Il y a plein de gens bénévoles en France. Ça remonte à Paris et les sociologues, les psychologues voient les alertes. C'est gratuit, Christine. Sauf que tout le monde s'en fout. Et ça me met en colère d'avoir des mairies qui me disent « nous sommes de gauche », toutes des discours sur l'enfance. Regardez ce qui s'est passé avec Dominique Pellicot. Lui-même, à 9 ans, a été agressé. Enfin, jusqu'à temps, on va être des lâches au regard de nos enfants. Donc, je ne suis pas arrivé. Je mets à coup de pas, mais c'est plus possible de continuer comme ça. On rappelle l'histoire, puisque dans ce procès, c'est parce que la petite fille avait écrit un mot décrivant ce qui lui arrivait. Elle dénonçait son grand-père. Il y a tout de suite une enquête qui avait été diligentée et le grand-père a été jugé et condamné. Et il a 12 ans de prison. Exactement. Donc c'est effectivement cette association Les Papillons, une forme de lâcheté où finalement Noémie, on est débordé, ou tout sur ces sujets de l'enfance, sur ces sujets de protection de l'enfance. Là récemment, on a encore fait un bilan sur l'aide sociale à l'enfance, qui est un levier pour la prostitution des mineurs. 15 000 gamines se prostituent. Il y a des histoires tous les jours qui sortent, mais à quel moment on va véritablement mettre le paquet, si je peux me permettre ainsi, sur la protection de l'enfance en danger ? Vous avez commencé par dire que vous alliez plus ou moins casser l'ambiance, mais surtout que vous alliez parler d'un tabou. Et je pense que ces questions sont encore très largement tabous dans nos sociétés. On n'en parle pas suffisamment, sans doute parce que ça provoque l'effroi immédiatement. Parce que toucher à un enfant, c'est toucher à l'innocence, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus monstrueux qui puisse avoir un comportement de ce type. Mais effectivement, en parler, c'est déjà libérer la parole, on en a parlé très largement. Ça peut servir justement à faire en sorte de créer des climats de confiance qui permettent ensuite aux enfants de pouvoir raconter, se sentir suffisamment à l'aise pour pouvoir raconter les souffrances qu'ils peuvent vivre et les abus dont ils peuvent être victimes. Peut-être qu'en parler, c'est déjà une façon d'ouvrir les vannes et de dire aux victimes qu'ils peuvent déjà s'exprimer. C'est peut-être un premier pas. Mais il faut aussi que toute la machine suive derrière. Il y a des histoires récentes où on voit qu'il manque des morceaux pour pouvoir aller jusqu'au bout de... Vous savez que j'ai porté la une lutte loi contre la récidive, par exemple. J'ai porté une loi sur le changement de nom issu de la filiation. C'était les parents divorcés pour prendre l'avion, pour aller à l'hôpital. La mère devait prouver que c'était la mère. Mais quand j'ai creusé, j'ai un souvenir, et j'ai toujours des frissons, d'une femme qui était venue me voir, 4 filles. La fille aînée était violée par le père et la mère avait sacrifié l'aînée pour pas que le père touche les 3 autres. Mais pourquoi je dis que nous sommes lâches, la classe politique ? C'est que j'ai fait des tas d'expériences. Je prends l'exemple de la ville de Lunel. Une femme, quand elle était violentée par son mari, elle devait aller à la gendarmerie. C'est très compliqué. Aujourd'hui, elle va à la clinique. Ce sont les gendarmes en civil qui viennent prendre la plainte. 60% d'augmentation. Comment on peut accepter qu'il y ait 15 000 gamines qui se retrouvent dans des réseaux de prostitution devant les foyers de l'ASE ? Donc je pense que, si vous voulez, je ne vous parle pas d'argent là, je parle d'humain. Et aujourd'hui, je trouve que nous, enfin en tout cas moi je ne suis plus un politique, mais je trouve qu'on a failli. On a failli sur la parole des jeunes, on a failli sur la parole des femmes. Aujourd'hui, j'ai par exemple à Lunel, il y a une gendarmerie qui va sortir de terre avec 110 logements. Moi j'aimerais qu'il y ait des logements spécifiques pour les femmes battues. Parce qu'une femme qui est battue, qui n'a pas de boulot, qui a 3 gosses, elle reste avec le bourreau. Alors après on dit, mais oui, mais elle le veut. Non, elle n'a pas les moyens. Et là, je ne vous parle pas d'argent, je parle de procédure. Sauf que cet État, en fait, en France, cette administration, c'est tellement complexe de le bouger et ça coûte 0 à nos impôts. Donc effectivement, il y a véritablement un choc à avoir là-dessus. J'ajoute, puisque vous avez parlé, Patrick Vignal, du procès Pellicot, il y a un temps fort aujourd'hui qui se déroule, c'est le témoignage à la barre des compagnes des accusés qui vont venir, qui ont besoin aussi de venir témoigner aujourd'hui et demain de ce qu'elles ont vécu, parce que par ricochet, l'arrestation de leurs compagnons, de leur mari, a eu des effets dévastateurs sur tout un tas de personnes autour, et c'est une façon aussi de guérir ce temps judiciaire. Vous savez, ça remet en cause le patriarcat. Je ne veux pas être vilain, mais dans ma loi changement de nom, abus sexuels, violence, abandon souvent des pères qui sont lâches. Bruno Retailleau, François-Noël Buffet et Patrick Hetzel ont voté contre ce patriarcat. Et ces gens aujourd'hui sont ministres de la République ?
Moi, je me méfie toujours des généralisations et de ce mot dans lequel on met un peu tout et n'importe quoi. Patriarcat, vous savez, il y a beaucoup de définitions de ce mot qui vont du simple au double. Donc, il faut faire attention avec ces vocabulaires qui sont un petit peu piégés. On ne va pas revenir encore sur le débat. Est-ce que le procès de Dominique Pellicot est le procès des hommes? Moi, je pense que c'est faux. D'abord parce que d'ailleurs, vous-même, dans l'exemple que vous avez cité aussi des femmes qui ont couvert ou des femmes qui, elles aussi, sont responsables de certains de ces abus. Donc, je pense que positionner l'homme en tant que bourreau, la femme en tant que victime systématiquement, ce n'est pas une bonne façon d'appréhender ce genre de Je suis d'accord d'événement. avec vous, mais c'est vrai qu'on a un débat sur ça, la place de la femme. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête un petit instant, puis votre coup de gueule, Noémie, on va revenir sur la situation au Proche-Orient avec votre coup de gueule sur la diplomatie française aux abonnés absentes. C'est le moins qu'on puisse dire, en tous les cas, peu fructueuse dans cette crise qui s'éternise. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de nos 4 débatteurs du jour, Noémie Aliawa, qui est journaliste essayiste, auteur de La Terreur jusque sous nos draps, c'est aux éditions Plomb. Jean-Luc Benamias, ancien membre du Conseil économique, social, environnemental et entre autres aussi membre de la Ligue des droits de l'homme, Patrick Vignal, ex-député Renaissance de l'Hérault, Éric Revel, journaliste et éditorialiste à Sud Radio. On fait le tour de table de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. Alors Noémie, vous vouliez revenir, comme nous tous aussi, sur la situation au Proche-Orient, avec donc cette incursion terrestre aujourd'hui de l'armée israélienne qui a bien dit qu'elle n'allait pas envahir. Les mots étaient pesés ce matin, on l'entendait, mais vous parliez de la diplomatie française qui n'est pas là pour vous. Oui, tout à fait, aux abonnés absents, comme vous l'avez dit. Vous savez, Christine, en ce moment, on est en train de vivre une occasion historique de pouvoir extirper le Liban des griffes du Hezbollah et de l'emprise de l'Iran. Et en ce moment, la diplomatie française est aphone. On a des exemples qui se multiplient ces dernières semaines, alors que Tsahal est en train de mettre littéralement une fessée à l'organisation terroriste, depuis l'opération des Beepers jusqu'à l'élimination de Hassan Nasrallah. Le Quai d'Orsay est littéralement impuissant, voire lâche. En témoigne encore cet exemple, cette communication désastreuse. Alors que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, est en ce moment au Liban, il a rendu un hommage très timide aux 58 soldats français tombés lors de l'attentat contre le bâtiment Drakkar à Beyrouth en 1983. Et figurez-vous que dans cet hommage, le nom du principal coupable, et même du coupable exclusif, à savoir le Hezbollah, n'apparaît pas dans cette communication. Il y a un hommage, mais on oublie de savoir pourquoi est-ce que ces soldats ont été tués et par qui ils ont été tués. Donc on va le rappeler ici, c'est le Hezbollah qui est le responsable de la mort de ces 58 soldats français. Ce nom, le Hezbollah, de cette organisation terroriste chiite, n'apparaissait pas non plus dans le discours d'Emmanuel Macron adressé au peuple libanais fin septembre. Pourtant, c'est toujours le Hezbollah qui est responsable de cela. C'est le Hezbollah qui était ciblé et qui continue de l'être par Tsahal. Et c'est le Hezbollah qui frappe Israël depuis le 8 octobre, bien qu'on en ait assez peu parlé finalement, puisqu'on parle surtout de la réaction israélienne en ce moment. Mais ça fait 1 an, et moi j'ai été sur place, donc je peux en témoigner, que le Hezbollah frappe le nord d'Israël, que ça fait 1 an que plus de 60 000 personnes sont déplacées dans cette frontière nord d'Israël parce qu'ils ne peuvent pas rester chez eux, parce qu'il y a des frappes du Hezbollah tous les jours. Et donc, voilà, il faut nommer le coupable, et d'autant que ce coupable joue contre le Liban. Donc si on est pour le Liban, on est contre le Hezbollah. Alors cette diplomatie française, la diplomatie internationale tout court, Jean-Luc Benamias, dans cette, on ouvre ce volet de politique étrangère, mais en tous les cas cette diplomatie, on sent bien l'impuissance de la communauté. Alors, on ne sait pas très bien la situer, mais la communauté internationale pour trouver une issue à cette crise majeure. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faudrait plus d'une émission pour arriver à débroussailler tout cela. Moi, je veux bien qu'on accuse la diplomatie française de ne pas être à la hauteur. Elle fait, me semble-t-il, ce qu'elle peut dans l'histoire de la diplomatie française par rapport au Liban et par rapport à Israël. Il y a quand même des relations internationales extrêmement anciennes. Elles sont mises à mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Je n'inventerai rien et je n'inventerai rien dans ce qui se passe aujourd'hui. L'ONU est en énorme difficulté d'agir par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, et notamment par ce qui se passe entre Israël
le Liban et les Palestiniens. Mais enfin, on ne peut quand même pas penser une seule seconde que la façon dont l'armée israélienne, le gouvernement israélien agit en dehors de toute norme internationale. Hein, je veux dire, voilà, moi je suis abasourdi par la façon dont, évidemment, les mouvements terroristes agissent depuis très longtemps en Israël et au Liban, mais je suis tout autant abasourdi par la façon d'Israël d'agir et l'armée israélienne d'agir. Car dire que l'armée israélienne n'envahit pas le Liban aujourd'hui, écoutez, quand on regarde les images, c'est quand même il y a quand même dans la perspective d'envahir une partie du Liban, notamment le sud Liban, et même d'ailleurs sur Beyrouth. Donc voilà, moi je pense que il faudrait... Mais quand je dis il faudrait, ça ne sert pas à grand-chose, que la communauté internationale arrive à discuter avec Israël et de voir comment Israël, qui a bien le droit de se défendre, c'est une évidence, mais comment Israël arrête de la jouer de manière solitaire, et c'est extrêmement dangereux, tout le monde le voit. Patrick Vignal. Moi je pense que personne ne peut arrêter le Premier ministre israélien. Autant en 2006, cette percée au Liban était compliquée, autant là, depuis le 8 octobre, ils ont préparé ça. Je pense qu'ils veulent régler leur compte. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Est-ce que ça peut déclencher une guerre mondiale? Est-ce que l'Iran peut effectivement venir au centre de jeu? Je ne suis pas certain. Enfin, je trouve que tout cela est compliqué. Maintenant, c'est vrai quand même que voilà, le Hamas est une organisation terroriste et le Hezbollah aussi. Et donc, on a besoin de retrouver de la paix. Je ne suis pas certain que la diplomatie française puisse œuvrer à quoi que ce soit. Éric Revel. Écoutez, je pense que l'Iran ne bougera pas. La presse iranienne dit que ce donc matin l'Iran hier, lâche le Hezbollah. oui, la presse Absolument. iranienne explique qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'Israël. Donc ça veut dire en fait on ne va pas bouger. Pour une raison très simple, c'est que je pense que l'Iran c'est quand même un tigre de papier en réalité. Hein. C'est un régime, celui des mollahs, qui est contesté et pour cause de l'intérieur, mais qui est aussi, à part fournir de l'argent au Hezbollah chiite au Liban, qui n'est pas, à mon avis, en mesure de mener une guerre contre Israël. Donc, Tsahal va continuer de rentrer au Liban. Il faut aussi avoir une vision, je pense, assez équilibrée des choses. C'est vrai que Jean-Luc a raison, le peuple libanais, le peuple gazaoui paye cash le fait que le Hezbollah au Liban ou le Hamas à Gaza ait pris les différentes populations en otage, parce que c'est quand même eux qui meurent aussi, hein. C'est pas seulement des terroristes du Hezbollah ou du Hamas, mais il y a aussi, pour connaître un peu le Liban, il y a aussi beaucoup de gens, de Libanais, qui sont heureux de ce qui se passe. Parce que en fait, ça les libère du Hezbollah qui avait mis en coupe réglée tout ce pays. Il faut savoir que la seule banque qui fonctionne encore au Liban, c'était une banque liée au Hezbollah. Il faut savoir qu'il n'y a pas de président de la République au Liban depuis des années, qu'il y a une crise politique, une crise financière. Alors, tout n'est pas de la responsabilité du Hezbollah, mais je pense que les Libanais, bon, on va voir ce que fait Tsahal, mais regarde au minimum avec neutralité la disparition des chefs terroristes du Hezbollah. Maintenant, la diplomatie française, pardonnez-moi, mais elle n'est pas embarrassée, elle est en voie de disparition. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, le président de la République s'était rendu au Liban après l'explosion du port de Beyrouth. Oui. Et du haut de son Aventin, Jupiter avait expliqué aux Libanais, je me suis rendu sur place une semaine ou 10 jours après. Les Libanais qui ont beaucoup rigolé, enfin un peu jaune, mais qui ont beaucoup rigolé. Il avait expliqué aux Libanais qu'il fallait régler tout ça dans 15 jours et qu'il allait revenir. Hein, et que si tout ça n'était pas en ordre, s'il n'y avait pas un gouvernement, s'il y avait toujours une crise politique, il allait se fâcher tout rouge. Pardonnez-moi, il ne s'est rien passé. Donc, deux choses une, ou bien le président de la République, il incarne la diplomatie française, et dans ces cas-là, il se donne les moyens de ses gesticulations de biceps, hein, je pense à la photo, là, où on le voyait qui boxait, ou bien il faut arrêter, parce qu'en réalité, la diplomatie française est en voie de disparition partout dans le monde, pas seulement au Moyen-Orient historiquement, mais partout dans le monde. Regardez la façon dont on s'est fâché à un moment donné avec le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Afrique tout court. Bon, en fait, on est sur un toboggan, il faut le reconnaître. On n'a plus les moyens de nos ambitions. Donc, moi, je le regrette, mais la diplomatie française, c'est un nain. C'est un nain, Noémie, et en même temps, c'est cette situation-là qui bouge aujourd'hui. On est à un virage. On arrive aussi à la date anniversaire du 7 octobre, donc tout est imbriqué aussi. Tout est imbriqué dans cette zone du monde. Oui, et tout est imbriqué. Et en fait, le
le cœur de la pieuvre, la tête de la pieuvre, comme on l'appelle, c'est l'Iran. Parce que c'est l'Iran qui a... Vous pensez aussi que l'Iran ne bougera pas ? Ah oui, c'est sûr, c'est certain. Le président s'est exprimé à la tribune à l'Assemblée générale de l'ONU, le nouveau président iranien. Il a dit que voilà, ce qu'il veut, c'est faire prospérer l'économie pour son peuple, parce que ce régime est déjà illégitime, mais il ne peut pas en plus provoquer une crise économique et financière monstrueuse. Donc évidemment que l'Iran va penser à sa sécurité. Ils ont envoyé le Hamas au casse-pipe, ils ont envoyé le Hezbollah au casse-pipe, mais ils ne les soutiendront pas. Et ils n'iront pas eux-mêmes affronter l'État d'Israël et son allié américain. Donc oui, non, l'Iran n'ira pas. Maintenant, le Hezbollah dispose encore de plus d'un tour dans son sac, parce qu'il a quand même des centaines de milliers de combattants, il a des centaines de milliers de missiles. Vous savez, les sirènes ont retenti, là j'ai vu à Tel Aviv il y a environ 1 heure, donc des missiles commencent à être envoyés depuis le sud Liban. Pour l'instant, le Hezbollah n'a pas réagi à aucune des attaques d'Israël, ni l'attaque des Beeper, ni l'élimination de Nasrallah. Ils ont du mal, on sait, à se coordonner. Et puis il y a eu l'élimination aussi du quartier général, des grands commandements de l'armée. Ils ont du mal aujourd'hui à se réunir pour organiser la riposte, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne viendra pas. Et donc, Israël va affronter le Hezbollah et le Hezbollah va se défendre. Nous verrons comment les choses vont évoluer dans les semaines qui viennent, mais ce n'est pas dit que l'affaire est réglée. Allez, on va continuer de débattre tous ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio. Dans un instant, tout autre sujet, le coup de canif de Jean-Luc Benamias sur le 50, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment un sujet très terre à terre, si j'ose dire, ou plutôt roue contre bitume. C'est le 50 km/h sur le périphérique parisien. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et toujours en compagnie de Noémie Aliwa, journaliste, essayiste, auteur de La Terreur jusque sous nos draps, Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social, environnemental, Patrick Vignal, ancien député. Je ne suis plus. Ex. Voilà. Bon, on est toujours, Jean-Luc, on est toujours. Voilà, et moi, futur député. Voilà. Député. Patrick Vignal et Éric Revel. Alors, justement, Jean-Luc, vous avez la parole, Jean-Luc, sur ce périph' à 50 km/h. Alors, ça fait couler beaucoup d'encre. On est tous allés tester, ceux qui sont sur Paris, ce passage à 50 km/h. C'est tellement dans la normalité internationale, dans les différentes grandes villes du monde entier, la France comprise, qu'à un moment donné, ce périphérique est devenu, il est totalement en milieu urbain, il est entouré de grandes villes. C'est même plus la banlieue, c'est le Grand Paris. Donc, je vois pas très bien pourquoi tout d'un coup c'est une surprise. Oui, il est normal de passer à 50 km/h sur des boulevards intérieurs qui ne sont plus extérieurs. Voilà. Et ça fait quoi ? Qu'est-ce que ça donne ? Alors certes, ça baisse un peu la pollution, mais c'est surtout au niveau de la sécurité générale et du fait que ça rentre dans une normalité internationale. En sachant que donc la vitesse moyenne estimée en journée sur le périphérique est de 35 km. Donc c'est vrai qu'on va rouler plus vite que. Enfin voilà, c'est le signe avant-coureur d'autres baisses de limitation de vitesse. On parle notamment sur les autoroutes aussi, à 110, dans des grandes villes. Bon voilà, les automobilistes vont devoir lever le pied. Non, moi je pense qu'effectivement, comme dit Jean-Luc, c'est pas le plus important puisque la vitesse moyenne en journée c'est 35 km/h. Vous savez, j'ai travaillé moi sur Action Cœur de Ville. On avait fait des émissions ensemble d'ailleurs sur le phénomène de la voiture en cœur de ville. Il y a un débat sur les mobilités douces et je pense que franchement, c'est pas un souci que ça passe de 70 à 50 pour moi. Noémie ? On ne pense pas suffisamment aux familles, aux personnes âgées, à tous ceux qui ont besoin d'une voiture pour se déplacer. C'est ça qui est un drame. Et alors, vous voyez une grand-mère ou vos 3 enfants sur votre vélo, vous ? Mais c'est pas une question de vélo, là, c'est une question de 50 km/h. Bah oui, mais ça n'a rien à voir. Bah si, ça a à voir, parce que c'est une politique anti-voiture. Mais absolument pas. Enfin, c'est une notion. Mais enfin, la voiture, elle restera extrêmement utile par rapport à. J'utilise une voiture, mais certes, par exemple, comme je vis à Marseille, je n'utilise plus la voiture au niveau interne de Marseille, sauf pour aller faire une fois toutes les 3 semaines. Mais parce que vous n'en avez pas besoin. Mais vous savez, c'est ce qu'on reproche beaucoup à Anne Hidalgo. Malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez une famille, encore une fois, ou lorsque vous avez des problèmes pour vous déplacer, vous avez besoin d'une voiture. Et quand
vous menez une politique anti-voiture, vous discriminez les familles, vous discriminez les gens qui ne peuvent pas se mettre sur leur vélo à 7h du matin. Je suis désolée. C'est pas la question. Mais si, c'est la question aussi. Il y a plein de gens qui arrivent à se mettre sur un vélo. Du moment justement que la circulation est bien diversifiée et qu'elle est sécurisée. C'est discriminant. Beaucoup de gens font du vélo. Je vois des familles entières faire du vélo. Prends la voiture et familles entières faire du vélo en ville, à Paris, à Marseille. Non mais Jean-Luc, ok, mais si tu es une mamie de 80 ans, tu habites à Saint-Nazaire de Paysan comme moi, tu viens à l'hôpital à Montpellier, tu viens pas en vélo cargo. Donc on est d'accord. Par contre, effectivement. Mais quand il y a 50 km/h ou à 70, c'est la même chose. Oui, et qu'on mette en ville à 30 km/h pour la sécurité, c'est pas mal. Mais c'est vrai que, en fait, souvent on construit des politiques pour ou contre. Ok, moins de voitures, ça veut dire plus de transport en commun. Ça veut dire des pistes cyclables sécurisées, mais ça veut dire aussi, parce que j'ai bossé sur les commerces en centre-ville, qu'il faut aussi que certains aient leur voiture. Je pense aux artisans. Aujourd'hui, les artisans ne veulent plus rénover les centres-villes parce qu'ils prennent que des primes, ne veulent plus rentrer. Donc tu trouves même plus un plombier à Montpellier pour venir te réparer ton chauffe-eau. Donc il ne faut pas non plus que ce soit contraire. Je m'occupe de ça, je m'en suis beaucoup occupé de ça aussi. Oui, c'est un vrai sujet. C'est vrai que le plombier avec son vélo cargo, ça existe aussi, hein, mais moi j'en connais, les électriciens qui se baladent avec des vélos cargo. Éric Revel, pour terminer sur ce sujet, parce que ça c'est un sujet qui nous agite régulièrement, c'est pour ou contre la voiture en ville, finalement? Non, ce qui est le plus important, c'est ce que vous avez dit au début, me semble-t-il, c'est que de toute façon, on roule en moyenne à 35 sur le périph' à Paris, donc bon, ça va pas changer grand-chose. Bon, alors après, pendant les Jeux Olympiques, les couloirs c'était génial. Non, deux choses. D'abord, il y a évidemment une lecture politique. Anne Hidalgo, voilà, je pense que si elle se représente, ce serait pas étonnant qu'elle soit réélue, en fait. Parce que moi, je voudrais savoir, pour les Parisiens que vous êtes, les endroits où la voiture a été retirée, est-ce que vous imaginez qu'elle revienne? Non, bah non. Jamais. Ah non, bah non. Puis mais en termes de qualité de vie, en termes de. Non. Les gens qui étaient contre en revanche, je trouve qu'il y aura une décision à prendre, alors qu'il ferait peut-être hurler sur le périph' parisien ou peut-être sur d'autres périphes, hein, même s'ils n'ont pas eu les Jeux Olympiques. C'est que le couloir qui était réservé à Paris 2024, pourquoi vous le mettez pas pour donc définitivement pour les taxis, pour le covoiturage, vous voyez, le médical. Oui, pourquoi pas. Et là, ça arrivera, Eric. Comment? Ça arrivera, Eric. Oui, mais alors ça pourrait désengorger les périphes, et notamment le périph' parisien. Ça existe par exemple à la sortie de Bordeaux, il y a des couloirs réservés aux voitures qui sont en covoiturage. Mais au covoiturage, puisqu'on veut, on veut augmenter. Alors ça marche pas pour l'instant le covoiturage. C'est dommage, mais ça marche pas en France. Oui. Regardez les statistiques. Blablacar, il a fait fortune quand même. Ça marche pour les grandes distances, mais pas pour le travail, pas pour aller à l'école. En rural, mais sur Montpellier par exemple, les retours qu'on a, ça fonctionne pas bien. Patrick. Ce qui est dommage, t'imagines? Je vois le nombre d'embouteillages des mecs qui sont seuls dans leur voiture, ils pourraient la partager, mais on n'a pas cet esprit français encore de partager la voiture. Puis on a toujours cette idée d'avoir, je suis propriétaire de ma voiture. Bon, pas sûr que Michel Barnier en parle, du périph' à 50 km/h cet après-midi. En tous les cas, c'est donc l'événement du jour. Tout à l'heure à 15h, Michel Barnier serait, comme le titre par exemple l'AFP, l'heure de la première confrontation avec les députés. Exercice contraint, exercice obligatoire. Alors Patrick Vignal, vous êtes un ancien élu de la République. C'est le 30e discours de politique générale d'un Premier ministre. Est-ce qu'on peut en attendre beaucoup? Il est sur un siège presque éjectable à tout moment. Vous avez dit le mot funambule, c'est compliqué. Les Français ont voulu qu'il y ait 3/3, c'est-à-dire que les gens s'entendent. Aujourd'hui, la classe politique, en tout cas, la 5e brique n'est pas faite pour que les gens fassent du consensus. En fait, le consensus et le compromis n'existent pas aujourd'hui. Donc, moi, c'était pas mon candidat, Michel Barnier, mais je pense qu'il a de certaines qualités de conciliation, mais il arrive dans un problème très difficile. Vous savez quoi? Personne ne veut, dans tous ces gros politiques, gouverner la France. Tout le monde a les yeux tournés pour 2027. Que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit dans mon camp Renaissance, que ce soit Marine Le Pen. C'est grave parce qu'en fait... Comment? Je dis pauvre de nous. Oui, pauvre de nous. Alors après, les citoyens, vous avez voté aussi. En fait, vous demandez... Quand je dis pauvre de nous, c'est une globalité. Quand je dis ça, vous demandez 3 blocs pour qu'on s'entende. En fait, en France, on n'a pas cette culture du compromis. Donc aujourd'hui, Michel Barnier se retrouve quand même avec un gouvernement où on a Zoro Rotaillot qui, depuis 3 jours, fait des sorties, où on a chez nous des ministres qui expliquent « je ne suis pas d'accord », où chaque député dit « je vais la voter ». En fait, on a perdu l'esprit de groupe, ce qui fait le commun. Ça va être compliqué pour lui. Alors, Éric Revel. Écoutez,
Alors Barnier, d'abord, la composition du gouvernement de Barnier avec 43 ministres, je vais vous dire, c'est un peu comme le radeau de la Méduse, vous voyez, il faut mettre un maximum de flotteurs dessous pour qu'il puisse flotter. Parce qu'en réalité, en réalité, ce gouvernement, c'est pas un gouvernement qui va réformer sur le fond. C'est un gouvernement qu'on a essayé d'avoir avec une assise politique la plus large possible pour essayer de flotter face à l'iceberg de la censure au Parlement. C'est ça le gouvernement de Michel Barnier aujourd'hui. Alors maintenant qu'il annonce des hausses d'impôts exceptionnelles sur les plus riches, sur le bénéfice des entreprises, qu'il annonce tout ce qu'il peut annoncer, bon, pourquoi pas, mais si vous voulez... moi, les déclarations de Retailleau sur l'état de droit n'est pas sacré. Je la mets dans cette analyse-là, parce qu'en fait, Retailleau, qu'est-ce qu'il fait? Il marque son territoire à droite. Il marque son territoire à droite, et s'il fait cette déclaration faisant mine de confondre état de droit et état du droit, en fait, c'est qu'il est en train de marquer son territoire politique, parce que lui-même a compris que ce gouvernement ne durerait pas longtemps, et que comme il ne va pas durer longtemps, il faut que le peu de temps qui va passer place Beauvau soit impacté par le fait que les électeurs de droite ou de droite nationale comprennent bien qu'il est des leurs. Est-ce que c'est pas une assurance vie pour le gouvernement face à la position du RN Oui, vous pouvez voir ça aussi comme ça. Il ne faut pas oublier dans quel contexte interviennent ces paroles et ces prises de position. Juste après la prise de position aussi du ministre de la Justice. Souvenez-vous, juste avant la mort de Philippine, qui nous disait que la justice n'était pas laxiste dans notre pays. Donc, si vous voulez, il va y avoir un bras gauche, un bras droit, et chacun va essayer de faire plaisir à un camp pour essayer de trouver l'équilibre. On peut faire évoluer le droit. Parce que la société est plus violente ou moins violente, donc faire évoluer le droit, oui, faire évoluer le droit n'est pas dans le marbre, il n'est pas sacré, mais l'état de droit, c'est pas l'état du droit. Et je pense que le rétropédalage de Bruno Retailleau ce matin, en fait, il explique, même s'il l'a fait volontairement, il voulait pas dire l'état de droit n'est pas sacré, mais l'état du droit n'est pas sacré. Et c'est vrai que les lois devraient incarner l'évolution de la société. La porte-parole du Rassemblement national, Laure Lavalette, qui dit, quand on écoute Bruno Retailleau, on a l'impression que c'est un porte-parole du Rassemblement national. Voilà, ça c'était sa déclaration ce matin. Michel Barnier dit, j'ai confiance à Bruno Retailleau parce que c'est un homme qui a une parole mesurée. Bruno Retailleau est un garçon intelligent, il veut ancrer, ils n'ont que 47 députés LR, cette déclaration lui permet d'exister au cas où ce gouvernement tomberait. Moi, ce qui me gêne en fait, c'est qu'en fait, toutes ces déclarations, l'aide médicale d'État, l'état de droit, renvoyer les OQTF, c'est que ça ne concerne pas que le ministre de l'Intérieur. Moi, l'immigration, c'est pas une chance, une malchance, c'est un fait politique. On a besoin d'une immigration économique, et après on a besoin effectivement de pouvoir renvoyer les étrangers qui sont sur notre territoire et qui ont été des délinquants. Sauf que concrètement, comment on fait? Moi, ça fait 3 mandats que je suis parlementaire, j'ai visité des centres d'ECRA, il y en a un à 7, où les gens avant, c'était des pauvres types qui venaient travailler dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, qu'on devait renvoyer. Sauf qu'on n'a pas d'accord avec les pays. Et Eric le disait, on a besoin d'avoir des affaires étrangères solides pour avoir des partenariats avec la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Dans l'affaire de Philippines, il s'agit d'un clandestin marocain. On a quand même reconnu le Sahara occidental, la marocanité, la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. C'était une main tendue vers le Maroc, donc le Maroc devrait maintenant essayer d'ouvrir un petit peu plus les vannes pour récupérer ses OQTF. On a donné 275 000 visas pour recevoir des Marocains et on n'est pas capable effectivement de les renvoyer. Donc ce que je veux dire, c'est que Bruno Retailleau, il fait de la mousse. Et quand Michel Barnier nous dit « je veux pas un gouvernement comme Attal où on parlait beaucoup, on faisait pas », entre toutes les sorties des ministres, on n'y arrive pas. Ce qui me gêne, moi, c'est que Michel Barnier, je pensais qu'il allait faire une feuille de route, qu'il a invité tous les médias, tous les partis politiques en disant voilà, qu'est-ce qu'on fait pour l'AME, qu'est-ce qu'on fait pour les finances, qu'est-ce qu'on fait pour la retraite, qu'est-ce qu'on fait pour le SMIC à 1 600 €. On est incapable en France de poser une ligne et de partager avec les gens. Voilà pourquoi ça marche pas. Cette ligne, elle est censée être dévoilée aujourd'hui à 15h. Ah, normalement, oui. Alors, si vous le voulez bien, on va y revenir. Puis ce qui est étonnant quand même, ce qui est étonnant dans la séquence politique qu'on vit, même si c'est un peu la mousse des choses, c'est que Barnier a recadré très rapidement le ministre des Finances, le jeune Antoine Armand, sur le RN n'est pas dans l'arc républicain. Oui. Alors c'était une déclaration forte du ministre des Finances. Bon,
c'était un recadrage fort du Premier ministre. Mais sur la sortie de Retailleau, en revanche, il ne l'a pas recadré. Et ça lui sert. Et parce que c'est le Rassemblement National qui est l'arbitre Retailleau de fait ce les poches gouvernement. du RN sans prendre le costume. Ce Donc ça gouvernement sert dépend Michel. du bon vouloir et de la complaisance et de la bienveillance du Rassemblement National et non du nouveau Front Populaire. En fait, oui, il joue le fait que le RN n'appuiera pas sur la détente pour voter la censure, c'est possible. Et en plus de ça, tout à l'heure, Laurent Wauquiez a annoncé que LR acceptera des hausses d'impôts temporaires en échange d'économies massives. On va y revenir sur cette balance de ce qui doit rentrer, de ce que l'on doit économiser pour essayer de je vous rappelle qu'il y a quelques jours, Laurent Wauquiez avait dit « Jamais on rentrera dans le gouvernement ». Rappelez-vous. Oui. Comment voulez-vous que les Français nous fassent confiance? Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Allez, on continue de parler de tout ça, bien sûr, avec vous et avec nos débatteurs du jour sur Sud Radio jusqu'à midi. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et toujours en compagnie d'Éric Revel, Patrick Vignal, Jean-Luc Benamias, Noémie Alioua. On continue de parler de ce discours de politique générale qui va être prononcé tout à l'heure par Michel Barnier. Les Français vont encore continuer de découvrir le style Barnier quand même sur le perchoir de l'Assemblée. Mais dans le quotidien direct des Français, Jean-Luc Benamias, on attend aussi de savoir qui va contribuer à remplir les caisses de l'État, à quel niveau tout ça va nous concerner, parce que ça derrière il y a le budget qui va arriver très très vite et on va être assez rapidement fixé. Jean-Luc. On va être rapidement fixé sur savoir s'il existe réellement une majorité à l'Assemblée nationale, et chacun sait autour de cette table et en France qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc je ne sais pas ce qu'est allé faire dans cette galère Michel Barnier. Je pense qu'il avait déjà réglé le problème du Brexit, qui était quand même qui semblait beaucoup plus compliqué. Me semble-t-il, non, ça a l'air aussi compliqué. Donc voilà, moi, son discours de politique générale, je vais regarder un résumé. Combien de temps ça va durer, ce qu'il va raconter à l'Assemblée nationale? 2 semaines? 3 semaines? 1 mois et demi? 2 mois? On sait bien que ça durera pas plus. Il n'y a même pas de vote de confiance. C'est la 2e fois d'ailleurs qu'il n'y a pas de vote de confiance. C'est la 2e fois parce que c'est déjà arrivé avec Elisabeth Borne. Et même avec Gabriel Attal. Penser que la situation de stabilité de la société française et de la politique française peut continuer longtemps, dans ce cadre-là, je n'y crois pas et je le dis régulièrement sur cette antenne. À un moment donné, il va falloir passer à autre chose. Il va falloir qu'on redéfinisse les règles justement de consensus possible au niveau de la politique française et de la politique nationale. Aujourd'hui, on sait bien que ça a l'air, dans les statuts de la 5e République, ça me paraît absolument impossible. Éric Revel, alors moi je voulais qu'on revienne sur il y a le style, il y a la politique et puis après il y a le quotidien des Français, parce que là quand on va rentrer dans le dur du budget, il va y avoir des conséquences pour le contribuable, les entreprises, les collectivités, ça va être du sonnant et du trébuchant. Oui, bon, vous connaissez la situation budgétaire française, là la dette est à 3200 milliards, le déficit budgétaire est de 175 milliards, le déficit commercial, alors qu'on réindustrialise paraît-il, est de pas loin de 100 milliards. Donc c'est très grave, comme a dit Michel Barnier. Il a raison. Mais sur le style de Barnier, je vais vous dire, j'aime bien son style. Je trouve qu'on est passé d'un Premier ministre youtubeur à un Premier ministre Lagarde et Michard, vous voyez, pour les plus anciens. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et moi, ça me va très bien. Ça me va très bien, parce que d'une certaine manière, Barnier, il rassure un peu. Tout à fait, oui, c'est vrai. Après, qu'est-ce qu'il va annoncer? Après, il a des troupes à tenir. Sans doute des taxations des super bénéfices, taxation de rachat des actions. Bon, tout ça, ça va parler aux Français, il n'y a pas de sujet. Après, me disait Éric Woerth dimanche, l'ancien ministre du Budget, il faut trouver 120 milliards d'euros dans les 4 prochaines années. C'est 30 milliards par an. Donc la situation financière de la France est terrible. Je vous rappelle qu'en ce moment, ce qu'on appelle les spreads de taux d'intérêt, c'est-à-dire l'écart sur les emprunts en Europe, on emprunte plus cher que le Portugal, l'Espagne ou la Grèce. J'ai rien contre. Mais je sais pas si c'est le signal, c'est un symbole. On est dans une situation apocalyptique. Ouais. Donc, contribution exceptionnelle, peut-être, mais on va pas résoudre le problème de la dette et du déficit budgétaire sur un claquement de doigts. Donc Barnier, compliqué.
le style. Noémie. Oui, est-ce qu'il ne va pas falloir aussi établir les responsabilités de ces dernières années? On sait qu'il y a une crise financière qui nous pend en nez. On sait qu'Emmanuel Macron a toujours dit que l'économie était l'alpha et l'oméga de tout. C'était même plus important parfois que les questions identitaires. Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie, qu'on surnommait le Mozart de la finance, qui aujourd'hui qui a eu les mains libres pendant plus de 7 ans et qui aujourd'hui nous laisse dans une situation extrêmement inquiétante, avec des comptes publics qui n'ont pas été rendus publics pendant longtemps. C'est très inquiétant quand vous écoutez les économistes qui vous disent qu'effectivement une crise financière nous pend au nez et peut-être une crise sociale qui suivra ensuite, parce que si vous augmentez les impôts et que vous touchez les classes moyennes, je veux dire, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise des gilets jaunes. Donc voilà, c'est un avenir incertain et il faut saluer malgré tout le courage de Michel Barnier. Je rejoins ce qui a été dit. Alors à l'instant, il y a Mathilde Panot qui ne va pas voulu dire lors du point presse de LFI à l'Assemblée, n'a pas voulu dire quelle serait l'attitude des députés insoumis lors de cette déclaration de politique générale. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il y aura un hommage qui sera rendu en début de session à Philippines. Mathilde Panot a dit qu'elle s'associerait avec son groupe à cet hommage et qu'elle avait demandé à Yael Braun-Pivet que cela soit élargi aux 103 femmes victimes de féminicide depuis le début de l'année, ce qui aurait été refusé par la présidente de l'Assemblée nationale, comme elle aurait refusé aussi qu'un soit rendu un hommage aux 2 Français tués lors des bombardements israéliens. Là aussi, c'est ce que dit Mathilde Panot ce matin. Donc on va aussi situer une ambiance pour Michel Barnier, cette espèce de... c'était... comment il s'appelle? C'était Alex Darmon hier qui disait on risque d'avoir, au sens métaphorique, du sang sur les murs. Ça va être ça aussi qui va être vous savez, depuis le baptême du feu. Moi, j'ai eu la chance d'être dans cette assemblée depuis 2012. Ça a changé la relation entre les parlementaires. Je le disais, il y a de la violence, il y a de la haine. En fait, on ne coproduit pas et on ne construit pas. En fait, pour revenir à la dette, depuis 1974, l'État a un budget en déficit. François Hollande, c'est 1000 milliards. Moi, c'est pas la dette qui me pose souci vraiment. Ce qui me pose souci, c'est la justice sociale. Pendant la réforme des retraites, je suis venu souvent chez vous. J'ai toujours dit que la réforme des retraites ne me gênait pas. Par contre, il y a quand même des gens, des super riches. Moi, j'avais proposé une contribution exceptionnelle. Il y a des gens, grâce à des paradis fiscaux aujourd'hui, des gros industriels, qui pendant le Covid aussi ont fait beaucoup d'argent et qui paient que 2% d'impôts. Donc moi, je ne veux pas toucher la classe moyenne. Une classe moyenne aujourd'hui, c'est imposé à 45%. C'est que ces gens créent aussi des emplois. Donc, et si vous les effrayez, vous les faites partir et vous détruisez des emplois. Emmanuel Macron. Merci Emmanuel Macron. Attendez, merci Emmanuel Macron quand même. On ne peut pas tout lui enlever. L'économie, le chômage a baissé. Le Covid, Eric, c'est 300 milliards. Le chèque énergie. C'est français ça. Pendant la crise, Eric, mes clubs de sport et mes restaurateurs, ils me disaient on n'ouvre pas parce qu'on a 10 000 € chaque mois qui sont versés et nos salariés sont payés à 100%. C'était annoncé avec le quoi qu'il en coûte. Emmanuel Macron je suis d'accord avec vous. Il y a une injustice sociale. Moi, je ne veux pas toucher la classe moyenne. Aujourd'hui, un jeune célibataire qui gagne 3 900 €, aujourd'hui, il paie 5 000 € d'impôts. C'est trop. Par contre, les très très riches, moi je pense qu'il y a des sommes d'argent à récupérer sur ces gens-là. Et c'est une justice sociale, ça. C'est pas d'être un homme de gauche. Maintenant, oui, je suis d'accord avec vous, madame, on a relancé l'économie pour la petite PME. Au contraire, vous savez quoi? On devrait s'adapter au millefeuille administratif. On ne peut pas travailler en France. Allez voir le bâtiment, il vous l'explique. On a un millefeuille administratif qui emmerde les entreprises. Ça serait plutôt la priorité que de leur prendre des impôts. Alors, Jean-Luc, j'imagine que sur la question environnementale, qu'est-ce qu'on peut attendre aussi? Parce que c'est un enjeu. Puisqu'on baisse le budget de l'environnement est en baisse profonde, extrêmement importante, et que la capacité de la ministre de l'Environnement, dans ses rôles qu'elle avait avant, que le ministère avait avant, ces rôles ont été répartis entre différents ministères. Mais j'insiste sur le côté de totale instabilité, mais je n'invente rien, tout le monde est bien au courant de l'instabilité générale dans laquelle nous sommes. Donc à un moment donné, les responsabilités, notamment de M. Macron, sont absolument immenses par rapport à cela, d'avoir fait cette dissolution alors qu'elle n'avait aucun intérêt, et on voit ce que ça donne. On est dans un schéma, et je le redis, moi j'ai rien contre Michel Barnier, il a au moins un mérite, c'est un homme poli.
Voilà, ça sera le mot de la fin. Affaire à suivre, on débrief demain et bien sûr dans les vraies voix ce soir à partir de 17h cette séquence politique assez inédite aujourd'hui pour la 5e République et puis dans tous les rendez-vous d'infos dès demain et nous aussi bien sûr dans le débat. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les 4. Très belle journée. Merci beaucoup. Et après l'info, vous retrouvez comme tous les jours bien sûr André Berkoff dans tous ses états. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.